enchaîne tout de suite avec la deuxième partie, deuxième exposé que je donne moi-même, sur les pratiques d'utilisation des probiotiques en élevage canin et félin. Donc, peut-être, on va commencer par les définitions, tout simplement. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que c'est les probiotiques? Les probiotiques sont définis par l'Organisation mondiale de la santé, par Association internationale des probiotiques et prébiotiques, par FAO, comme des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, ont des effets bénéfiques sur la santé de l'hôte. Donc, il y a, comme vous avez vu, trois parties pour être considéré comme un probiotique. Il faut être micro-organisme vivant, il faut être administré à une dose adéquate et il faut être aussi identifié. Qu'est-ce que c'est comme micro-organisme? Et puis, il faut qu'il y ait des effets démontrés, effets bénéfiques sur la santé de l'hôte. Contrairement à prébiotiques, donc prébiotiques, c'est quoi? Ce sont des ingrédients alimentaires qui résistent à la digestion et qui induisent des changements spécifiques dans la composition, dans l'activité du microbiote intestinal et qui produisent du coup, via cet effet, un effet bénéfique pour la santé de l'hôte. Finalement, vous avez aussi plus récemment des postbiotiques. Alors, c'est quoi les postbiotiques? Donc, les postbiotiques, ce sont des micro-organismes qui sont non actifs ou leurs composants qui confèrent un bénéfice sur la santé de l'hôte. Donc, c'est des morceaux de micro-organismes ou leurs produits qui ont aussi un effet bénéfique. Et quatrième définition, après on a terminé avec des définitions. Qu'est-ce que c'est des symbiotiques? Alors les symbiotiques, c'est tout simplement des produits qui croisent les probiotiques et prébiotiques. Donc dans la composition, vous allez trouver les deux, les probiotiques dans les micro-organismes vivants et les prébiotiques qui vont alimenter notamment les probiotiques et d'autres micro-organismes de la flore intestinale. Donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les probiotiques. Donc, on a une autre classification plus sur les exemples. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a des produits avec des micro-organismes qu'on peut classifier comme probiotiques et non probiotiques. Globalement, ça peut être des bactéries, ça peut être des levures, ça peut être des champignons. Et parmi les non probiotiques, en fait, on va trouver des aliments qui sont naturellement fermentés, donc yaourt, kéfir, etc. Mais ça peut être aussi d'autres solutions qui contiennent des communautés bactériennes qu'on va donner aux patients, comme par exemple dans le cadre de transplantation fécale. Donc tout ça, ce sont des solutions avec des micro-organismes vivants, mais ce ne sont pas des probiotiques. Donc finalement, probiotiques, parmi les probiotiques, on va retrouver les probiotiques organismes vivants ou des postbiotiques comme on a vu ensemble avant. Et les probiotiques, ça peut être soit le lait, par exemple, qui contient des probiotiques, ça peut être des suppléments de régime, ça peut être une alimentation qui contient des probiotiques, mais ça peut être un régime alimentaire plus dans le cadre de traitement ou ça peut être traitement en soi. Alors, ces probiotiques, on les retrouve beaucoup actuellement. Il y a un intérêt qui est énorme et qui est croissant. On estime dans les études que l'utilisation des probiotiques chez l'homme est entre 27 et 55%. Donc, on a deux études, notamment sur 600 patients et 333 patients dans les centres médicaux, donc soit gastro-entérologiques spécifiques, soit centre médical plus classique. Ils ont demandé en fait aux patients est-ce qu'ils ont utilisé au moins une fois des probiotiques dans leur vie et en gros, un patient sur deux a déjà utilisé des probiotiques. Et pourquoi cet intérêt énorme? Parce que tout simplement, actuellement, comme vous le savez, on cherche des alternatives à l'utilisation des antibiotiques. Donc en France, on a une campagne de éco-antibio pour réduire cette utilisation d'antibiotiques vétérinaires, mais aussi évidemment en médecine humaine, ça se fait aussi. Mais nous, on parle aujourd'hui des animaux, donc éco-antibio pour les animaux, et tout ça rejoint le concept de One Health, c'est-à-dire les bactéries lesquelles on combat avec des antibiotiques peuvent devenir résistantes et donc peuvent mettre en jeu la santé humaine. Donc One Health, on est tous dans le même monde, on cohabite
encore plus les chiens et les chats. Et donc, on veut éviter l'utilisation des antibiotiques chez les animaux de compagnie, entre autres, dont l'intérêt pour alternatives telles que les probiotiques. Alors, est-ce qu'il y a des effets démontrés de ces probiotiques? Donc, on va commencer par l'homme. Il y en a beaucoup d'études et parmi ces études, un groupe de travail de ISAPP, donc c'est l'Association internationale des probiotiques et des probiotiques, a fait un consensus que finalement ces probiotiques ils sont en effet efficaces et ils ont des effets bénéfiques. Donc, notamment, c'est majoritairement des effets sur le tube digestif. Donc, ils vont aider à quoi? Ils vont aider à gérer les symptômes associés à une mauvaise digestion du lactose, par exemple. Ils vont réduire les symptômes de diarrhée associés aux utilisations des antibiotiques. Ils peuvent aider aussi au traitement de la diarrhée pédiatrique infectieuse, mais aussi d'autres diarrhées plus chroniques, donc d'autres symptômes digestifs, pas que la diarrhée d'ailleurs, comme maladie de Crohn par exemple, ou alors réduire les coliques chez les nourrissons. Il y a d'autres effets qui ont été aussi reconnus globalement, comme attribués probiotiques. Donc, c'est plutôt sur le plan de santé générale, immunité, comme diminution de certaines infections courantes, soit des voies respiratoires, soit l'intestin, soit tractus vaginal. Alors, quelle est l'action, quel est le mécanisme d'action de ces probiotiques? Donc, il est multiple. Et en fait, chaque micro-organisme va avoir potentiellement son propre mécanisme d'action. Donc, il est difficile de dire de façon générale quelle est l'action, parce qu'il y en a plusieurs. Ça peut être tout simplement combattre les pathogènes par la présence des probiotiques dans le tube digestif. Ces bactéries vont tapisser le tube digestif et vont empêcher accès aux entérocytes et passage dans le sang. Ensuite, ils vont contribuer à l'augmentation de production de mucus. Donc, cela va permettre d'avoir une couche de protection au niveau des villosités, au niveau des entérocytes, et donc va empêcher d'entrer ou de faire des effets néfastes des pathogènes au niveau de la barrière intestinale et au niveau des entérocytes. Ils vont aussi contribuer à une production des immunoglobulines de type A, qui vont ensuite combattre, opsoniser des pathogènes dans le tube digestif, ou encore ils vont produire des substances antimicrobiennes non spécifiques, acides organiques ou enzymes qui vont aider à contrôle des pathogènes dans le tube digestif. Alors, une partie suivante va porter sur les effets démontrés chez le chien et chez le chat. Donc, je me suis inspirée d'une étude menée récemment par un spécialiste en gastroentérologie, Dr Schmitz, et cette personne donc, a étudié les différents probiotiques, prébiotiques, et déjà évaluer la qualité des études qui ont été menées sur le sujet et puis faire une synthèse tout simplement qui nous permet de faire un consensus. Est-ce que ces effets sont vraiment bien démontrés et est-ce qu'on peut considérer que les probiotiques sont utiles et lesquels pour quelles raisons? Donc, je vais commencer par des effets préventifs. Ici, les animaux sains ont été, la santé des animaux sains a été évaluée versus les témoins. Donc, animaux sains ont reçu des probiotiques, les témoins, évidemment, non. J'ai divisé les micro-organismes en trois groupes, puisque c'est principalement ces groupes qu'on retrouve dans les probiotiques disponibles sur le marché. Donc, on a des produits qui contiennent l'Enterococcus faecium, des bactéries lactiques, comme par exemple Lactobacillus acidophilus ou Bifidobacterium pseudocatenatum, ou alors la levure, Saccharomyces cerevisiae pour les soins préventifs. Donc, déjà, vous voyez en rouge que le nombre d'études est très faible, en fait. On a entre 3 et 10 études selon les micro-organismes. Et aussi, le nombre d'individus inclus dans ces études est très faible, puisque
Ça a été testé sur entre 7 jusqu'à 40 individus maximum, ce qui est très faible. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème qui peut empêcher en fait de démontrer un effet. Si on n'a pas assez d'individus dans une étude, ben, on peut tout simplement passer à côté des effets. Donc, il y a certaines études peut-être qu'on ne voit pas parce que tout simplement, il n'y avait pas assez d'individus pour démontrer l'effet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme effet intéressant? Donc, Enterococcus faecium, il va notamment améliorer l'immunité chez les chiots par augmentation des immunoglobulines sanguines, mais aussi les immunoglobulines dans l'intestin. Ensuite, il va aussi avoir des effets sur le microbiote intestinal. Et via ce microbiote intestinal, on pense qu'il peut améliorer la santé générale. Les études menées sur les bactéries lactiques qui ont été retenues pour cette revue montrent que les bactéries lactiques peuvent modifier aussi le microbiote intestinal par augmentation de ces bactéries lactiques elles-mêmes dans le tube digestif et donc des bonnes bactéries et diminution des mauvaises bactéries, notamment des Clostridies. Et cela pour les deux espèces, pour le chien et le chat. Et finalement, la levure. Cette fois-ci, dans les études qui ont été retenues, ça a été démontré que la levure peut améliorer la qualité des selles, notamment lors du stress, comme par exemple pendant le transport, ou alors stabiliser ces microbiotes et réduire l'index des dysbioses intestinales, donc en gros déséquilibre au niveau de microbiote intestinal lors de ce fameux stress qui était induit dans ces études par le transport des animaux. Pour l'effet curatif, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc cette fois-ci, les animaux malades ont été traités ou pas avec des probiotiques pour comparer les effets et notamment diminution des signes cliniques. Donc ici, de nouveau, les trois groupes de micro-organismes, de nouveau peu d'études globalement sur ce sujet. Et je vais vous présenter surtout les effets qui ont été démontrés sur le traitement des diarrhées, donc notamment diarrhée idiopathique, c'est-à-dire on ne connaît pas forcément, on n'a pas trouvé la cause de la diarrhée. Donc il se trouve que l'Enterococcus faecium, il permet de diminuer la durée de la diarrhée chez les chiens et cette durée était diminuée de 1 à 3 jours. Donc, ça ne veut pas dire que ça a disparu tout de suite, ça veut dire qu'on améliore le confort de l'animal par administration d'Enterococcus faecium en cas de diarrhée idiopathique. Les mêmes effets ont été retrouvés aussi après utilisation des bactéries lactiques, notamment Lactobacillus acidophilus et Bifidobacterium animalis. Pour ce qui concerne les diarrhées virales, notamment liées au parvovirus, ça a été démontré que si on administre aux animaux positifs au parvo des bactéries lactiques, on va améliorer son état général et on va améliorer aussi son microbiote qui permet de reprendre plus rapidement la santé générale. Donc, c'est prolifique et il y a carrément une indication à l'utilisation des probiotiques en cas de diarrhée virale. Autre problème qui peut provoquer une diarrhée, c'est du parasitisme. Donc, ça a été démontré qu'en cas de parasitisme avec Trichomonas fetus, qui est un parasite de chat qui provoque des diarrhées chroniques, euh, on peut utiliser de Enterococcus faecium pour améliorer de nouveau l'état général, donc score fécal, poids de l'animal, donc de façon générale des effets bénéfiques en cas de trichomonose chez les chats avec l'Enterococcus faecium. D'autres utilisations possibles, cette fois-ci avec des effets bénéfiques de la levure, c'est utilisation post-antibiothérapie. Donc, notamment, on a observé une diminution de la durée de la diarrhée chez les chats grâce à l'utilisation de la levure post-antibiothérapie. Le dernier point, c'est la diarrhée chronique, cette fois-ci, où là, on trouve beaucoup d'effets des probiotiques, puisque et les bactéries lactiques et la levure ont été démontrées comme intéressantes à utiliser à ce moment-là,
puisqu'elles permettent d'améliorer la consistance des selles chez les chiens qui ont présenté IBD, mais aussi chez les chats. Et puis, intéressant aussi, dans le cas de constipation chez les chats qui ont des problèmes type mégacolon ou constipation récurrente, bah, ça vaut le coup d'utiliser des bactéries lactiques puisque les études montrent qu'on peut améliorer leur confort, on peut améliorer la qualité des selles avec cette utilisation. Donc, beaucoup d'informations sur ces utilisations. On va voir après la synthèse pour vous permettre de garder les points les plus importants. Mais maintenant, on va passer à la deuxième partie de ma présentation. J'aimerais bien vous faire le retour sur participation à l'enquête et vous montrer qu'est-ce que vous faites, vous, en élevage actuellement concernant l'utilisation des probiotiques. Donc, on a eu au total 407 participants à cette étude. Donc, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est très précieux. Et puis, juste pour vous dire que cette enquête sera disponible sur notre site Internet et quasiment toutes les enquêtes, la plupart des enquêtes sont déjà disponibles dans notre bibliothèque où vous pouvez les retrouver si vous voulez relire quelques résultats. Alors, qui a répondu à cette enquête? Ben, vous étiez nombreux à répondre, principalement des éleveurs de chiens, puisque 56%, 36% des éleveurs de chats, et puis 8% des éleveurs mixtes. La plupart d'entre vous ont une expérience de plus de 10 ans, puisque 53% des participants ont coché qu'ils ont plus de 10 ans d'expérience. Et qu'est-ce que vous utilisez comme aliment quotidiennement chez vos animaux? C'est principalement des croquettes industrielles, comme j'imagine la base de l'alimentation, mais en parallèle, il y a aussi une vingtaine de pourcents d'utilisation du bar, ensuite, 13% d'utilisation des rations ménagères ou encore, il y a aussi l'utilisation des aliments humides, 36%. J'imagine que c'est principalement les chats, les éleveurs de chats qui vont donner cet aliment. Alors, on vous a demandé dans un premier temps, selon vous, quelles sont les principales utilités de ces probiotiques? Et il y avait un consensus en fait, puisque 93% des participants considèrent que l'effet majeur on observe au niveau des troubles digestifs, utilité principale, c'est utilisation au moment des troubles digestifs. Ensuite, 55% pensent que ça améliore la santé générale. 21% que ça résout ou ça prévient d'autres troubles de santé. 13% ça améliore la qualité du pelage et seulement 5% pensent que ça améliore les performances de reproduction. Alors, pour ce dernier, j'espère que on va vous convaincre qu'il y a d'autres utilités, qu'il y a une utilité d'utiliser les probiotiques pour améliorer les performances de reproduction, mais je ne vais pas spoiler mes collègues plus tard. C'est juste pour vous sensibiliser pour la conférence tout à l'heure. Alors, utilisez-vous des probiotiques pour vos aliments en élevage? Donc, comment vous avez répondu à cette question? Bah, finalement, beaucoup d'entre vous utilisent déjà des probiotiques, puisque soit régulièrement, soit occasionnellement, soit déjà dans le passé, 89% des participants ont déjà utilisé des probiotiques sur les animaux de l'élevage et seulement 11% n'a jamais encore fait. Parmi ceux qui n'ont pas utilisé, on a demandé, bah, du coup, finalement, c'est quoi la raison pour laquelle ils n'utilisent pas encore les probiotiques, ils n'utilisent pas du tout. Donc, 47% dit qu'ils ne connaissent pas assez ni la composition ni les effets. 19% trouvent que c'est quand même coûteux, trop coûteux. Et 16% trouvent que c'est inefficace dans leur élevage. Parmi ceux qui utilisent, bah, finalement, vous êtes très content puisque sur une échelle de 1 à 10, en moyenne, vous êtes satisfait à 8 étoiles. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça veut dire que vous êtes content de cette utilisation. Alors, les raisons d'utilisation, est-ce que vous utilisez plutôt en préventif pour prévenir les maladies ou plutôt pour curatif? Donc, déjà, comme vous avez un problème de santé dans votre élevage, et selon les catégories d'âge, est-ce que vous utilisez plutôt chez les jeunes, chez les
femelles en gestation, en lactation, adultes. Finalement, le plus souvent, vous utilisez pour les adultes en curatif et le moins fréquemment en gestation, que ce soit pour préventif ou curatif. D'autres questions qu'on vous a posées, ce sont des motivations à l'utilisation préventive chez les jeunes. Donc finalement, en quel cas vous utilisez les probiotiques de manière préventive chez les chiots, chez les chatons? Donc globalement, ça se passe au niveau de sevrage. Donc vous le donnez 83% lors de l'introduction de l'aliment solide ou alors avant l'adoption et puis un petit peu moins à leur arrivée dans votre élevage, donc à l'adoption du chiot ou du chaton, reproducteur, j'imagine, ou encore si d'autres chiots, chatons sont malades dans la fratrie, vous allez du coup traiter tout le monde. Un peu moins pour un cas de petit poids de naissance ou encore en post-césarien. Alors, un curatif, à quel moment vous allez utiliser des probiotiques chez les jeunes? Donc, surtout pour des malades, pour des malades avec la diarrhée, puisque 96%, quasiment toutes les personnes qui utilisent les probiotiques les utilisent pour les problèmes de type diarrhée. Beaucoup moins, 47% pendant un traitement antibiotique, 44% après un traitement antibiotique, et de nouveau 36% s'il y a un sœur ou un frère une sœur et un frère qui sont malades ou en accompagnement des des autres médicaments autres que l'antibiotique, donc 25% d'entre eux. Alors, chez les adultes, est-ce que c'est différent par rapport à l'utilisation chez les chiots? Donc, en préventif, vous utilisez beaucoup, contrairement aux chiots, à renforcer le système immunitaire. Donc, 60% des participants utilisent pour cette raison. 55% utilisent aussi pour limiter le risque de diarrhée ou encore améliorer la santé générale, aussi 55%. Et aussi beaucoup d'utilisation pour restaurer la flore digestive ou limiter les risques de troubles digestifs hors diarrhée, donc à un autre moment. Pour curatif, chez les adultes, vous les utilisez de nouveau, surtout en cas de diarrhée, 93%, ou alors pour traiter d'autres troubles digestifs, ballonnement, inconfort, selles malodorantes, etc., 64%, ou lorsque l'animal reçoit un traitement antibiotique. Ce sont des principales raisons d'utilisation des probiotiques chez les adultes en curatif. Alors, quel type de produit utilisez-vous? 90% des participants utilisent des probiotiques commerciaux, dont les noms vous voyez dans le nuage plus bas, donc ce qui est le plus gros et utilisé le plus fréquemment. Ensuite, 28% utilisent des prébiotiques commerciaux, 8% utilisent des symbiotiques et 23%, ce qui est pas mal, je trouve, utilisent des probiotiques faits maison comme yaourt, kéfir, etc. Alors, sur les marchés, je pense que vous êtes bien conscient, on trouve beaucoup de solutions différentes. Comme vous voyez sur ma diapo, c'est celle-là avec le chien qui me fait le plus rire, parce qu'elle parle beaucoup, je pense, en bleu, avec le chien qui défèque. Euh, alors, comment s'y retrouver dans tout ça, sur ce marché? Comment s'y prendre pour choisir le bon probiotique par rapport à l'utilisation que vous imaginez pour votre élevage? Il faut s'intéresser tout simplement à l'étiquette et chercher sur l'étiquette des informations qui devraient être là si on parle d'un probiotique qui est enregistré et dont les effets ont été démontrés et qui étaient aussi contrôlés par rapport à sa composition. Donc, on devrait avoir justement la composition avec marqué clairement que ce sont des probiotiques viables qui sont présents dans cette solution. Ensuite, il nous faut le type de micro-organisme avec son nom scientifique exact. Il faut la quantité de micro-organismes qui sont présents dans la solution, donc nombre d'unités formant colonie. C'est l'unité officielle qu'on utilise pour des probiotiques. UFC par gramme. Et ensuite, indication par rapport à l'espèce cible. Donc, ça devrait être clairement noté. Est-ce que c'est un produit destiné aux chiens, aux chats ou les deux? C'est encore autre chose.
Et dernièrement, il nous faut une allégation, c'est-à-dire une indication à l'utilisation avec un effet démontré scientifiquement. Et seulement si on a cette allégation, on peut considérer que ce produit doit être efficace contre la maladie ou pour raison pour laquelle on utilise les probiotiques chez notre animal. Donc, juste pour vous donner un exemple, j'ai pris un produit qui est accessible sur le marché, dont j'ai anonymisé le nom, mais juste pour vous montrer et lire ensemble qu'est-ce que vous allez trouver sur l'emballage. Donc, il est marqué que c'est un aliment complémentaire pour chiens adultes et chiots qui contribue à soutenir l'équilibre et le bien-être intestinal. Donc, les deux informations sur l'espèce cible et à quoi ça sert d'utiliser ce produit. Il contient des bactéries lactiques vivantes. Et ensuite, il est noté donc, dans la composition, dans la partie euh, auditive zootechnique, que ce produit contient de Enterococcus faecium avec le nombre qui est noté ici, donc 1 fois 10 puissance 12 UFC par kilo. Et ça, c'est l'étiquetage qui est correct et qui vous donne toutes les informations nécessaires pour savoir à quoi ça va servir et est-ce que le produit peut être qualitatif par rapport à les bactéries qui sont comprises dedans ou autres micro-organismes et leur quantité. Alors, il faut se méfier quand même parce que la qualité et le respect de la réglementation par rapport à tous les produits dans le marché est variable, on va dire. Donc, il y a une étude américaine qui démontre que finalement, il y a beaucoup de produits qui ne respectent pas la réglementation ou qui ne sont pas qualitatifs. Donc, ils ont regardé justement les étiquettes des produits, mais ils ont aussi fait pousser les micro-organismes, ils ont quantifié et déterminé les micro-organismes qui étaient présents dans les différents produits. Ils ont pris au départ 25 produits du marché américain et déjà, ils ont trouvé que seulement dans les 21 produits, il y avait bien un nom et nombre de bactéries connues, donc identifiées par le fournisseur et présentées sur l'emballage. Ensuite, il y avait 15 produits avec le nombre de bactéries annoncé, nombre exact de bactéries, et seulement 4 produits qui respectaient la réglementation par rapport aux informations sur les allégations sur l'étiquette. Et donc, il était satisfaisant, les allégations étaient satisfaisantes pour ces 4 produits uniquement. Donc, au final, comment choisir le probiotique, pardon, et comment le choisir par rapport à l'objectif thérapeutique que vous avez derrière. Donc, on va revenir sur nos 3 catégories de bactéries, Enterococcus faecium, bactéries lactiques et levure. Et on peut constater que l'Enterococcus faecium, il va être surtout intéressant pour booster l'immunité chez les jeunes, mais aussi pour traiter la diarrhée aiguë ou encore traiter la trichomonose chez les chats. Bactéries lactiques aussi intéressantes pour booster l'immunité et traitement de la diarrhée aiguë, mais en plus, on peut les utiliser pour traitement des diarrhées chroniques, IBD et autres diarrhées chroniques ou encore pour le traitement de la constipation chez le chat. Et les levures, elles vont être intéressantes pour prévenir les effets néfastes du stress, notamment lors du transport, ou éviter les troubles digestifs en post-utilisation des antibiotiques, et aussi dans le traitement de diarrhée chronique chez le chien comme chez le chat. Alors, quelles sont les recommandations d'utilisation? Donc, ce qu'on peut vous dire d'après la littérature, c'est qu'il n'est pas recommandé d'utiliser des produits type kéfir, yaourt et d'autres produits alimentaires qui contiennent des micro-organismes, puisque tout simplement, on ne connaît pas leur composition exacte. Et puis, on n'a pas des effets qui ont été démontrés, bénéfiques ou non d'ailleurs, mais c'est juste qu'on ne sait pas ce que ça peut donner sur la santé de vos animaux. Euh, D'autres recommandations, ça serait d'utiliser plutôt les probiotiques de manière lente, donc sur 6-10 semaines dans la plupart des études qui démontrent des bénéfices, pour justement obtenir des effets préventifs pour des maladies chroniques. Est-ce que les probiotiques peuvent avoir des effets néfastes? Alors, on vous a posé cette question. Pensez-vous que les probiotiques puissent avoir des effets néfastes sur les animaux? Donc, seulement 4% d'entre vous a dit que oui.
Et finalement, quand on vous demande, pour ceux qui utilisent les probiotiques, est-ce que vous avez observé des effets néfastes chez vos animaux? Bah, finalement, personne n'a vu des effets secondaires. Euh, C'était 0%. Alors, qu'est-ce qu'on sait de médecine humaine, en humaine? On considère qu'il y a quand même quelques effets négatifs qu'on peut observer chez certains individus. Donc, déjà, en cas de utilisation pour des troubles chroniques, on peut avoir au début du traitement des selles même plus molles qu'avant, mais cet effet, normalement, il disparaît au bout de quelques semaines et puis après, on voit des effets bénéfiques du traitement. On peut aussi avoir l'effet inverse sur certaines personnes de constipation, où finalement ce produit sera peut-être à prendre avec des précautions pour des personnes immunodéprimées, puisque les médecins, certains médecins ont observé des infections fongiques suite à l'utilisation des probiotiques pardon, chez les personnes immunodéprimées. Donc, on ne sait pas actuellement dire pour le chien et le chat, est-ce que ces effets néfastes existent ou pas chez le chien et chez le chat. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations dessus. Donc, en conclusion, les probiotiques donnent plutôt des résultats prometteurs avec des bénéfices pour la santé chez les chiens, chez les chats. Mais malheureusement, pour le moment, on a peu d'études qui sont fiables et qui peuvent vraiment mesurer cet effet. Donc, il reste du travail aux chercheurs et c'est plutôt une bonne nouvelle que je peux vous annoncer puisque l'intérêt aux probiotiques augmente énormément et sur 20 ans, on est passé de 126 études identifiées sur un moteur de recherche pour les chercheurs à 4065 en 2024. Donc, ça montre que le sujet, il est super intéressant. Il intéresse énormément de chercheurs dans ce monde. Et donc, espérons que bientôt, on va avoir beaucoup d'informations aussi pour les chiens et les chats.